Ouais, c'est bon, ma soeur a accouché, ouais. Ouais, c'est bon, je suis papa. Ouais, je téléphone avec un rasoir. Bonjour. Salut à tous, comment ça va? Moi ça va très très bien, je suis toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, ça fait plaisir. Je sais que vous avez encore une fois dû attendre un peu entre deux épisodes, je suis désolé pour ça, mais j'essaye de faire ce que je peux. Dans la dernière vidéo, je terminais la série des planètes du système solaire avec Neptune, et c'était sans compter sur l'ami Pluton. Et ouais, notre ex-pote de la bande, qui s'est salement fait rejeter. Hein. Sale, là, c'est vraiment sale. Et je ne pouvais passer sous silence cet événement qui a marqué personne en fait, on s'en fout. Ça a un peu marqué les Américains, mais nous, clairement, ça nous en a secoué une sans bouger l'autre. De toute façon, elle fait plus partie du clan, je veux dire, voilà, c'est à un moment donné, faut accepter que, quand t'es plus au top, tu deviennes de la merde. Comme toi, par exemple. Et en fait pas forcément, parce que vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de trucs intéressants à savoir. Alors on va donc principalement parler de Pluton, parce que c'est la seule des 5 planètes naines dont on te connaisse un petit peu quelque chose, grâce à notamment la sonde New Horizons. On va aussi dire quelques mots sur les 4 autres planètes naines qui sont Cérès, Eris, Haumea et Makemake. Et surtout bien sûr, pourquoi Pluton n'est plus une planète, hein, voilà, on va tout vous expliquer les gars, vous inquiétez pas, accrochez-vous bien à vos... accrochez-vous. Alors d'abord, pour comprendre pourquoi les 5 objets dont on va parler sont appelés des planètes naines, il faut revenir un petit peu sur le concept de planète. C'est quoi une planète? Ça par exemple, c'est une planète. Oui, ça voilà, ça c'est, on le voit. Hein. Ça aussi, ça c'est une planète. Ça aussi, ça non. Ça n'a rien à voir, ça c'est un gilet de signalisation pour poules. Ça peut être utile. Alors faut savoir que dans le monde, il y a une sorte d'union astronomique internationale qui s'appelle l'Union astronomique internationale. Elle aura 100 ans l'année prochaine. Et c'est eux qui donnent un petit peu les noms des trucs. Hein. C'est qui décident ce qu'il faut faire et comment ça se passe. Et donc, selon l'UAI, est considéré comme planète tout élément qui répond à ces 3 conditions. Il orbite autour d'une étoile, donc voilà, pour nous le Soleil, donc ça c'est assez simple, hein, tu t'orbites pas autour d'une étoile, à dégager. Il a une masse suffisante pour que sa gravité l'emporte sur les forces de cohésion du corps solide et le maintienne en équilibre hydrostatique sous une forme presque sphérique. En gros, ça veut dire qu'il est rond. Et la 3e règle est certainement la plus importante de toutes. Ne jamais lui donner à manger après minuit. Sinon la planète elle se transforme en monstre et puis après t'es dans la merde. Non, la 3e règle, et c'est vraiment celle-là qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est que ce corps doit avoir éliminé tous les objets d'à peu près la même taille et la même masse autour de lui. C'est-à-dire en gros il a fait le ménage quoi, il s'est mis en mode Schwarzy, il a tout explosé autour de lui sans poser de questions. Et à part quelques petits satellites qui sont sous son contrôle, il n'y a rien d'aussi gros qui tourne autour de lui quoi. La planète elle doit dominer son environnement, c'est-à-dire quand on la regarde, on sait c'est qui domine. Et c'est précisément cette dernière règle qui distingue les planètes des planètes normales. Pas que les nains soient pas normaux, hein, mais enfin... Et c'est donc ça qui a fait que Pluton a été rétrogradé au rang de planète naine, avec aussi un autre élément qui rentre en compte, c'est quand même un peu la taille, hein, mais ça compte. Ah, t'as beau dire que... Si, je suis désolé, si, ça compte. Mais en fait, le problème, il est pas vraiment venu de Pluton. Il est plutôt venu du fait que d'un seul coup, elle était plus seule dans son cas. Si vous voulez, on a pensé pendant très longtemps que le système solaire était composé de 9 planètes, les 4 petites telluriques d'abord, les 4 grandes gazeuses ensuite, et Pluton qui était tout à la fin. C'était vraiment un tout petit corps isolé qui marquait un peu la fin du système solaire, en tout cas des planètes. Et avec la technologie qui avançait toujours, les télescopes de plus en plus puissants, les astronomes ont commencé à voir que Pluton, en fait, elle était pas seule. Elle se trouvait dans une région dans laquelle il y avait en fait des milliers de petits corps, enfin plus ou moins grands, qu'on appelle la ceinture de Kuiper. Et avec l'accent diepois là d'où je viens, ça donne la ceinture à Kuiper. C'est une sorte d'immense ceinture d'astéroïdes gelés qui commence là à Pluton et qui va beaucoup plus loin. Et on s'est rapidement dit que parmi tous ces milliers de corps, il devait forcément y en avoir aussi qui étaient de la taille de Pluton, voire même plus gros. Et d'ailleurs, ils avaient raison les bougres, parce que c'est ce qu'ils ont trouvé plus tard. Et du coup, tous ces corps qu'on commençait à trouver, qu'est-ce qu'on faisait? Est-ce que c'était des planètes? Est-ce qu'il fallait commencer à nommer tout le monde? Là, ça devenait un peu relou quoi. En 2003 par exemple, on découvre Sedna, c'est un corps qui est beaucoup plus loin que Pluton. Son orbite elle est méga elliptique de ouf, elle s'éloigne du Soleil à 14 milliards de kilomètres, jusqu'à 5 jours-lumière. C'est l'objet transneptunien, donc après Neptune, le plus loin qu'on a jamais découvert. Il met 12 000 ans à faire le tour du Soleil. Alors Sedna c'est pas une planète naine, c'est juste un gros corps ultra loin qu'on a découvert dans la ceinture de Kuiper, il fait près de 1000 km de diamètre, donc c'est la moitié de Pluton. Et au moment où on le découvre, c'est l'objet le plus gros qu'on a découvert depuis la découverte de Pluton. Il y a beaucoup trop de fois le mot découvert dans cette phrase. Donc on se dit, voilà, c'était sûr, on le savait, on a découvert des objets gros aussi, encore plus loin que Pluton. Et en 2005, on découvre Eris, Haumea et Makemake, qui sont tous au-delà de l'orbite de Neptune, et qui sont un peu plus ou moins de la même taille que Pluton, enfin un peu plus petits. C'est marrant d'ailleurs parce qu'on a découvert d'abord Sedna, qui est plus petit et plus loin, et on découvre les autres qui sont plus gros et plus près. Aucune putain de logique les mecs. Donc on s'est dit que s'il y a plein d'autres objets qui sont de la taille de Pluton, et que Pluton est une planète, est-ce que ça veut dire que d'un seul
coup il y a plein de planètes. Alors du coup on fait quoi? Est-ce qu'on dit que maintenant il y a plus 9 planètes mais 25 planètes, qui encore on va peut-être même en découvrir tous les ans, et qu'on fait ça? À ton avis, crétin? Bah non, on va pas faire comme ça, non. Moi je propose qu'on crée une nouvelle catégorie de planètes, ce qu'on appelle les planètes Minimati, les planètes passe-partout, les planètes Gimli. Bon, les planètes naines, hein, pour un peu mieux s'organiser, hein, c'est, voilà, on fait ça? Ouais. Bon, bah on fait ça alors. Bon, et puis à un moment donné, si vous voulez, tout ça c'est que de la sémantique, hein, c'est vraiment histoire de dire qu'on bosse un peu et qu'on trouve des trucs. Et donc Pluton a été rétrogradé en même temps que les autres qui sont arrivés dans cette catégorie de planètes naines. Alors du coup, c'est sûr que les Américains, bah ils ont gueulé, parce que eux c'était un petit peu leur planète préférée, quoi. Étant donné que c'est le seul truc qu'ils avaient été foutus de découvrir, bah ils en étaient un peu fiers, quoi. En plus, le gars qui l'avait découvert, c'était carrément pas un pro, tu vois, c'était un pauvre fermier de 24 ans, là. Ah, ça vient un peu des petites gens, tu vois, c'est les Américains, ils aiment bien ces histoires-là, avec un connard qui sort de nulle part et qui d'un seul coup te fait un truc de ouf, un petit peu comme... Bon, le gars, c'était pas non plus un tocard, hein, c'était un astronome amateur, quand même. De toute façon, il y aura des fluctuations spatio-temporelles non négligeables. Et il a pas découvert la planète par hasard. Étant donné comment elle est dure à voir, elle a qu'une magnitude de 14. Ça vous fait une belle jambe, hein, de savoir ça. Je pourrais vous dire 35, vous aurez vu que du feu, de toute façon. Et donc, pour la petite histoire, le mec, il s'appelait Clyde Tombaugh. Voilà, il passait le balai dans l'observatoire, hein, il rangeait les chaises, et puis bon, bah, il nettoyait les télescopes. Il était technicien de surface, hein, homme de ménage, quoi. Et comme il avait que ça à faire, il s'est dit, bon, bah, je vais quand même essayer d'aller voir un peu comment ça marche, leur merdier, là, je suis pas plus con qu'un autre. On va aller découvrir les trucs de ouf, moi, tu vas voir. Et il s'est mis à analyser le ciel en cherchant la fameuse planète X. Oui, parce qu'en fait, on avait quand même déjà avant émis l'idée qu'il devait y avoir encore une autre planète après Neptune. Parce que, un peu de la même façon que Uranus avait des perturbations dans son orbite dues à une autre planète plus loin, Neptune, on en avait parlé dans l'épisode d'Uranus et de Neptune, bah c'était pareil pour Neptune qui avait elle-même des perturbations dans son orbite, et donc on se demandait si c'était pas encore dû à la même chose à une autre planète. Et il y avait notamment un gars, donc un américain qui s'appelait Percival Lowell, qui était pété de thunes et qui avait décidé de construire un observatoire juste dédié à la recherche de la planète X. Et c'était dans cet observatoire que Clyde Tombaugh travaillait en tant qu'agent d'entretien, homme de ménage. Mais on cherchait, on l'avait jamais trouvé avec tout le matos qu'on avait, les professionnels ils étaient tous, et donc voilà, c'était certainement pas un astronome amateur de merde qui allait trouver le truc. Et là Tombaugh il est arrivé, il était chaud, il a dit le sang de vos morts, vous allez manger la carotte de vos morts. Du coup, en posant des plaques photoréceptives sur le télescope et en comparant à 6 jours d'intervalle, il a trouvé un jour un petit point qui se déplaçait. D'une photo à une autre, il était pas au même endroit. Check ben ça là, vois-tu bien la différence? En regardant vraiment attentivement, il s'est dit ouais, il y a bien quelque chose. Ça se déplaçait beaucoup trop lentement pour être une comète. Donc si c'est pas une comète, qu'est-ce que c'est? Eh ben ça mon gars, c'est une planète. Ha! Alors il a pas non plus trouvé au bout d'une semaine, hein, il a quand même mis 10 ans avant de la trouver. Et 2 mois plus tard, les Américains annoncent au monde entier, et ouais, nous on a découvert une planète, qu'est-ce qu'il y a? Eh ouais, on est en pèse dans le game. Ça leur a permis de rappeler au monde qu'ils étaient quand même les meilleurs, au cas où on leur a oublié, c'est des Américains. Sauf que non. En 2006, on leur a dit, dis donc, c'est vous qui avez découvert Pluton là? Ouais, c'est nous, ouais. Bah c'est de la merde. Comment ça c'est de la merde? Bah vous pensez que c'est une planète? Bah évidemment que oui, c'est une planète. Non, absolument pas, non, c'est pas une planète. Ça c'est une planète par exemple. Ça aussi, ça c'est une planète. Ça c'est de la merde. Donc maintenant vous êtes gentils, vous rentrez chez vous le jeu Playmobil et puis vous laissez bosser les pros. Non mais c'est vrai, quelque part Pluton c'était pas une planète super intéressante quoi. Il y a même Obi-Wan le dit. C'est une petite planète isolée, pauvre. La Fédération du commerce en est absente. Alors du coup ça a gueulé partout aux États-Unis, il y avait même des manifestations dans les rues. Les gens étaient choqués. Même le président Bush avait dit Choqué. Il y a même un épisode de la série The Big Bang Theory où ils y font référence. On voit Sheldon accuser Neil deGrasse Tyson, le plus célèbre astrophysicien américain qu'on voit partout dans les médias. Il est mortel ce mec, je le kiffe trop, c'est notamment lui qui présente la série Cosmos. Et donc Sheldon lui dit que c'est carrément de sa faute. He's responsible for the demotion of Pluto from planetary status. I liked Pluto. Ergo, I do not like you. But I actually didn't demote Pluto. That was a vote of the International Astronomical Union. Non mais ils ont gueulé parce que soi-disant que le vote se serait fait à la fin de la réunion quand tout le monde s'était déjà barré. Voilà, soi-disant qu'ils en auraient profité, tout ça. À un moment donné, c'est comme ça que ça marche aussi, hein, et tous les moyens sont bons. Comment ils font les ministres pour voter des lois? Ils attendent que tout le monde soit barré, ils votent des lois entre eux pour que quand ils bossent une journée par semaine, ils aient droit à 6 mois de congé pour eux, toute leur famille. En tout cas, Pluton n'était plus une planète, il y avait donc un paquet de livres qui devenaient obsolètes, tous les bouquins dans lesquels on te disait il y avait 9 planètes, et on te foutait tout ça au feu. Allez hop, vous foutez tout, vous brûlez tout, là, plus rien voir. Même moi j'en ai encore par exemple un bouquin comme celui-là, voilà, c'est la rousse astronomie facile, ah, c'est page 104, on te dit voilà, Uranus, Neptune et Pluton, hein, comme si ils étaient ensemble, et ben c'est mort, casse-toi. Casse-toi. Bien, voilà pourquoi Pluton n'est plus une planète, rentrons maintenant dans les détails, il serait peut-être un peu temps. Pluton c'est une planète naine située à 5 milliards de kilomètres de la Terre. La lumière met 5h30 pour y aller, on peut donc dire qu'elle est à 5h30 lumière. Elle met 248 ans à faire le tour du soleil, ce qui veut dire que depuis sa découverte en 1930, elle a fait que 1/3 de sa révolution. Donc en gros, pour calculer son orbite, c'est pas super évident si tu veux, parce que tu te bases sur 1/3 du mouvement pour comprendre quel va être le mouvement complet. Bon, après on est bon aussi, hein, donc on y arrive. Elle a une orbite très elliptique
écliptique est très inclinée par rapport au plan de l'écliptique. C'est la seule qui fait ça, c'est sûrement aussi pour faire un peu sa crâneuse. Et son orbite la fait s'approcher du Soleil au minimum à 5 milliards de kilomètres et au maximum à 7 milliards de kilomètres. Elle a une orbite tellement elliptique que sa périhélie, c'est-à-dire le point de son orbite où elle est le plus près du Soleil, l'amène plus près du Soleil que Neptune. Ça a été le cas d'ailleurs pendant 20 ans, dans les années 80-90, Pluton était un peu plus près que Neptune. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de Neptune, je sais pas si vous savez, mais Pluton est en résonance avec Neptune dans un rapport 3-2. Et si vous savez pas ce que ça veut dire, tant pis pour vos tronches. Eh non mais... je vais vous l'expliquer quand même. Ça veut tout simplement dire que quand Neptune fait 3 tours autour du Soleil, Pluton en fait 2. Et c'est d'ailleurs comme ça un peu partout dans le système solaire, hein. Toutes les planètes sont plus ou moins en résonance entre elles. Il y a Arnaud de la chaîne Astronomie qui en parle très bien dans une de ses anciennes vidéos sur la planète X. Regardez-la parce qu'il explique un petit peu ça. Pluton est toute petite, elle fait 2374 km de diamètre, c'est plus petit que la Lune. Et ouais, rien que cette info déjà, ça vous parle concrètement, Pluton est plus petite que la Lune. Elle fait environ 2 tiers de sa taille. Vous voyez qu'elle est franchement pas très grande. Sa température moyenne est d'environ moins 230 degrés et il y a une toute petite atmosphère, un peu bleutée, 100 000 fois plus fine que la nôtre, composée d'azote, de monoxyde de carbone, d'éthane et de méthane. Et ce qui est chelou avec cette atmosphère, c'est que elle est pas tout le temps là. C'est-à-dire un coup qu'elle vient, puis un coup qu'elle repart. Alors là, vous devriez me dire, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Arrête de nous bullshiter avec tes conneries. Et pourtant, c'est bien la vérité. C'est dû au fait que Pluton a une orbite extrêmement elliptique, comme on l'a vu, qu'il a fait donc tantôt se rapprocher du Soleil, tantôt s'en éloigner. Mais elle passe quand même le plus clair de son temps très loin du Soleil, donc comme elle est loin, bah, il fait froid et il y a de la glace qui se crée à la surface. Mais cette glace va fondre quand Pluton va se rapprocher du Soleil. Et là on observe des gaz qui s'échappent et qui vont donc créer une petite atmosphère, mais qui sera que temporaire. C'est un peu plus compliqué que ça, mais On fera avec. Pluton, c'est une planète qui est très quoi? Étonnante. Elle est étonnante parce qu'elle est faite d'un gros noyau de roche et d'une couche de glace et de méthane, mais surtout parce que sur les photos, on a vu qu'elle avait assez peu de cratères. Vous prenez la Lune ou Mercure par exemple, bon bah on voit des cratères partout, hein, parce que la surface est très vieille, très sèche, assez mort à l'intérieur. Mais justement sur Pluton, alors que c'est un petit astre isolé et très loin, et qu'en plus la Fédération du Commerce est absente, on a quand même vu des grandes zones très lisses, ce qui voudrait plus ou moins dire que la surface est assez jeune. Et ça, bah on s'en serait pas douté. Alors on peut absolument pas aborder le sujet de Pluton sans parler, vous avez vu, je viens toujours un petit peu de par là-bas ou de par là-bas, j'essaye un peu de bouger aussi. Hein. On peut absolument pas parler de Pluton sans aborder la sonde New Horizons. Enfin si, on pourrait tout à fait le faire, je pourrais très bien le faire, mais je vais en parler quand même parce que je fais ce que je veux. En 2006, la NASA a lancé la mission et la sonde New Horizons pour aller aux confins du système solaire pour étudier Pluton et ce qu'il y a encore après. Le but de la mission, c'était d'aller vers l'infini. Alors pour la petite histoire, c'est un peu marrant parce que l'idée d'envoyer une sonde vers Pluton, elle vient d'un gars qui s'appelait Alan Stern, c'était un responsable scientifique à la NASA, et il est parti du principe que c'était pas normal qu'il y ait des timbres sur les enveloppes qui ont chacun le nom de toutes les planètes avec après à côté le nom de la mission qui a été explorée, et que pour le timbre de Pluton, il y avait écrit Not yet explored, pas encore exploré. Le mec a dit c'est pas possible, je suis désolé, je ne peux pas accepter, c'est inadmissible. Les autres lui ont dit ouais mais en même temps c'est qu'un timbre, tu vois, enfin c'est pas... Comment? Répète ce que tu viens de dire. On va fabriquer une sonde de 500 millions d'euros pour aller voir Pluton pour pouvoir mettre son nom sur le timbre. Il me semble que ce serait quand même un peu plus juste. Et là, on aura notre revanche. Et d'ailleurs, Alan Stern a lui-même collé le timbre sur la sonde, et après ils ont gagné un record dans le World Guinness Book of Records de je sais pas quoi, du timbre le plus loin qu'on a jamais envoyé. Ça fait juste 500 millions d'euros l'enveloppe. Non mais les mecs ils bossent quand même, faut pas croire, entre deux cafés ils bossent. Et il y a aussi d'ailleurs les cendres de Clyde Tombaugh, là, le découvreur dont on parlait tout à l'heure, qui sont à l'intérieur de la sonde. Ah c'est un beau geste, hein, symbolique, hein, c'est l'homme qui va à la rencontre de sa découverte. Bon après c'est juste des sondes, hein. Je veux dire, Clyde Tombaugh lui maintenant il s'en fout. La sonde c'est un truc de ouf, il y a plein de gens qui ont travaillé dessus, il y a des techniciens qui sont un peu un mix entre les deux musclés, là, Eric et Framboisier, là, et l'autre derrière là qui est en train de regarder le menu du KFC. Alors du coup par contre c'est vrai que si on compare, elle est pas super grande par rapport aux autres, je parle de la sonde. Et comme il y avait du chemin à faire, fallait qu'elle aille super vite, et pour aller super vite, il fallait qu'elle soit légère. Par exemple un truc tout con, mais au lieu de la faire en carré, ils l'ont fait en triangle. Bah ça réduit la masse. Bah, c'est un truc tout con ça les gars, c'est niveau CM2. Ensuite il fallait une source d'énergie fiable, même à 5 milliards de kilomètres du soleil. Donc justement pas possible d'utiliser l'énergie solaire, parce que Pluton elle reçoit 6000 fois moins d'énergie du soleil que la Terre. Donc à un moment les panneaux solaires ils servent plus à rien quoi, faut trouver autre chose. Alors du coup ils ont utilisé un générateur thermoélectrique à radioisotope de type GPHS RTG. Bah tout de suite quand t'expliques c'est beaucoup plus clair hein. Oui bah je vous mets un article dans la description et vous lirez. Les mecs ont lancé la sonde à balle, elle est partie à plus de 8 millions de km/h. Non c'est pas vrai, elle est partie à 58 000 km/h. C'est déjà pas mal. 58 000 km/h, t'imagines s'il y avait un chauffeur dans la sonde il serait là.
En même temps, si tu veux pas attendre 30 piges que la sonde arrive à destination, t'as intérêt à ce qu'elle aille vite, quoi. Elle allait tellement vite que 9 heures après son départ, elle était déjà au-dessus de la Lune. Je vous rappelle quand même que les astronautes des missions Apollo, c'était 3 jours pour eux. Et elle allait tellement vite qu'elle arrive au-dessus de Jupiter au bout de 1 an seulement. Et pourtant, même avec sa vitesse de ouf, elle a mis presque 10 ans pour arriver à Pluton. Et du coup, quand elle arrive sur Pluton, elle arrive à une vitesse d'environ 50 000 km/h, elle est tellement rapide qu'elle peut pas s'arrêter. Eh mais imaginez le carburant de ouf qu'il aurait fallu pour pouvoir la freiner, mais là on en avait plus. En plus c'était chaud parce que la sonde New Horizons avait mis 4h30 pour envoyer un signal vers la Terre, nous la même chose pour répondre, donc voilà, si t'as un problème, il faut attendre 9 heures pour intervenir. C'est un peu comme les infirmières dans les hôpitaux. Dédicace à ma cousine. Ce qui fait qu'elle a pas pu s'arrêter pour se mettre en orbite autour de Pluton, elle l'a simplement survolé pendant 2 ou 3 heures. Mais c'était prévu, les mecs ils le savaient, ils l'ont pas découvert en direct, c'est vrai, ils sont pas cons, c'est des Américains. Et grâce à New Horizons, on a eu la meilleure photo de Pluton à ce jour, que voilà. Et ça c'est très récent, cette photo date d'il y a seulement 3 ans. Et d'ailleurs vous savez que Pluton en anglais, ça se dit Pluto, c'est Pluto comme l'ami de Mickey. Ah non, Pluto c'est le chien de Mickey. L'ami de Mickey c'est Dingo. Ah oui, c'est vrai, excusez-moi, c'est cette vidéo, toute cette pression. En tout cas, ce cher Pluto, le voilà, il est là. Et ouais, c'est quand même pas un hasard, Si ça se trouve, c'est bien l'œuvre d'un grand créateur, tout ça. Non, je déconne. Tiens, complètement rien à voir, est-ce que vous saviez que Brian May, le guitariste et compositeur du légendaire groupe Queen, a participé à la mission New Horizons? Ouais, parce que le type, à la fin de sa carrière, il se dit quoi? Il s'est dit, bon, j'ai tout gagné, j'ai tout fait, voilà, j'ai niqué je sais pas combien de meufs, à partir de maintenant, qu'est-ce que je fais? Si je devenais astrophysicien. En fait, le gars, il a un doctorat en astrophysique au départ, donc bon, ça fait du sens. Bon, je peux pas vraiment vous dire ce qu'il a fait sur la mission, certainement qu'il était là pour beurrer les sandwichs. En tout cas, il était là. Je vous ai mis une autre petite vidéo dans la description, assez sympa, où on le voit un petit peu parler de tout ça. Plus, bien sûr, un autre petit clip de Queen, c'est cadeau. C'est offert par la maison. Ah, c'est très gentil. Vraiment gentil. Merci. Ouais, puis Pluton n'est pas toute seule, elle a un pote avec elle, qui en a même plusieurs d'ailleurs. Et ouais, Pluton elle a une sorte de tout petit système avec plusieurs corps qui orbitent autour d'elle. On les a découverts avec Hubble parce que quand New Horizons arrivait, commençait à vraiment s'approcher de Pluton, on s'est quand même dit bon, on va regarder s'il y a quand même pas des trucs qui tournent autour, histoire qu'elle s'en prenne pas dans la face. Non, parce que ça coûte du pognon quand même les gars, on va essayer de pas se faire engueuler. Bon, déjà en 2006, on avait trouvé Nix et Hydra, et au fur et à mesure que la sonde s'approche, on a découvert Kerberos en 2011 et Styx en 2012. Styx comme Lilo et Styx. Et bien sûr, le plus gros de tous, qui s'appelle Charon, qu'on prononce aussi Caron. Bonjour. Alors lui, on l'a découvert bien avant. Lui, on savait qu'il était là déjà depuis 1978. On l'a découvert 1 an après la sortie de Star Wars. Ouais, moi je date tout à partir de Star Wars, les gars. C'est un petit peu l'an zéro pour moi. C'est à partir de là que tout commence. Vous, par exemple, bande de mécréants, vous faites 50 avant JC ou en 2018 après JC. Enfin, on ne dit pas, mais c'est comme ça qu'on calcule. Chien d'infidèle. Bah moi je dis en moins 30 ou en plus 15 après Star Wars. Le premier sorti en 1977. Donc Charon, on l'a découvert en 1 après Star Wars. À propos de Charon, il y a 2 choses que vous pouvez retenir. Le premier, c'est qu'il a une grosse taille par rapport à Pluton. C'est, on va dire, le satellite le plus gros qu'on puisse avoir par rapport à une planète. C'est un cas unique dans le système solaire. Et d'ailleurs, Charon, c'est même pas à proprement parler un satellite, puisque un satellite, ça orbite autour d'une planète. Mais là, ils orbitent tous les deux autour d'un point de gravité commun qu'on appelle le barycentre, on en a déjà parlé aussi dans d'autres épisodes, qui se trouve légèrement à l'extérieur de Pluton. Ouais, c'est comme le poney par rapport au cheval. Ouais, enfin, c'est-à-dire non. C'est plutôt comme Jupiter et le Soleil, voyez. Et comme leur différence de masse est pas énorme, on appelle Pluton et Charon un système binaire. Et le deuxième, c'est que quand les mecs ont réussi à cartographier un petit peu toute sa surface, bon ils avaient épuisé tous les stocks de noms de dieux qu'on avait avec toutes les autres découvertes, donc ils avaient plus d'idées. Alors ils se sont retournés vers leur patron et leur a dit non mais faites ce que vous voulez les gars, on s'en fout, de toute façon on n'ira jamais donc. Et comme les gars étaient des gros geeks, là ils se sont fait plaisir. Du coup ça donne des cratères avec des noms comme Vador, Skywalker, Organa, le cratère Ripley et la faille Nostromo, les cratères Kirk, Spock, Sulu dans la plaine Vulcain, le mont Kubrick en référence au Kubrick's Cube. Et même la grosse tache sombre au pôle Nord, là, s'appelle le Mordor. Et tout ça, ça fait de Charon l'astre le plus geek du système solaire. Bon, puis si vous êtes un petit peu cultivé, vous vous intéressez à la mythologie, vous aurez certainement remarqué que tous les noms ont un rapport avec l'enfer. Charon, c'est le gars qui faisait passer les mecs en enfer, justement, sur le fleuve Styx. Il y avait l'hydre aussi, pas loin, qui faisait un peu chez tout le monde, là. Kerberos, c'est Cerbère, le kleps à 3 têtes, là, qui garde la porte des enfers, c'est certainement une race qui vient de Tchernobyl. Et Pluton, bien sûr, qui en anglais se dit Pluto, qui est un chien complètement con, et accessoirement le dieu des enfers. Et c'est marrant parce que quand elle a été découverte, le nom de Pluton a été proposé par Venetia Burney, et Venetia Burney, elle avait 11 ans. C'est-à-dire la meuf, elle a 11 ans, elle propose le dieu des enfers. Je sais pas, j'aurais proposé des Russes, quoi. En attendant, la petite Venetia Burney, on lui a fait honneur, parce qu'aujourd'hui, il y a un astéroïde qui porte son nom. Il y a même un instrument de la sonde New Horizons, et un cratère sur Pluton qui porte tout son nom, donc voilà, tout gagné. Allez, c'est bon pour Pluton, on passe à Cérès. Cérès, seule des 5 planètes naines à être située dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Les 4 autres sont beaucoup plus loin après Neptune. Cérès est assez petit, il fait 950 km de diamètre, mais malgré tout ça, ça reste quand même le plus gros objet de la ceinture d'astéroïdes. On est plus loin que Mars, donc là il fait moins 100 degrés. Alors Cérès c'est un peu le contraire de Pluton, c'est-à-dire que Pluton
Pluton, elle est passée de planète à planète naine, elle est descendue d'un rang, Cérès, c'est le contraire. C'est-à-dire que Cérès, on le connaît depuis très longtemps. On l'a découvert en 1801, c'est-à-dire 45 ans avant Neptune. Et quand on l'a découvert, on pensait que c'était une planète. Et pendant 50 ans d'ailleurs, elle a été considérée en tant que telle. Mais on a ensuite découvert d'autres corps dans son voisinage, donc elle a été démise de ses fonctions. Hein. On a été la voir, on lui a dit... Vous êtes viré. Vous êtes viré. Donc elle a ensuite été déclassée comme un astéroïde simple, c'était même le plus gros astéroïde du système solaire, mais depuis que cette nouvelle catégorie de planète naine a été créée, elle est remontée d'un cran. Voilà, donc si vous voulez, bon, c'est pas encore une planète, mais c'est une planète naine. C'est un peu comme sur ton CV, quand tu mets, t'as pas le bac, tu mets niveau bac. Ouais, mais t'as pas le bac, donc ferme-le. Alors du coup, Cérès, bon, on a beaucoup plus d'images de bonne qualité parce qu'elle est plus près. Il y a une sonde que les Américains ont envoyée autour de Cérès qui s'appelle Dawn, ça veut dire aube, parce qu'on pense que quand on va étudier les astéroïdes, on va étudier l'aube du système solaire, avec des objets qui ont quasiment pas changé et qui pourront nous donner des informations sur le début du système solaire. Tout ceci est un ramassis de conneries. La sonde s'est mise en orbite à 385 km d'altitude, donc voilà, on voit bien sur les photos les cratères, les montagnes. On se demande même s'il pourrait pas y avoir de la glace d'eau. Et donc pourquoi pas des molécules organiques. Et ouais, mais justement, si la vie extraterrestre, elle venait pas d'une autre planète, mais d'un astéroïde. Ce n'est pas impossible. Eris, la plus massive des 5 planètes naines, 30% plus massive que Pluton, découverte en 2005 toujours. C'est un peu à cause d'elle d'ailleurs qu'on a dû revoir un peu la définition des planètes, parce que quand on l'a découverte, on a vu qu'elle était quasiment de la même taille que Pluton, un peu plus de 2000 km de diamètre. Et donc on l'avait annoncé comme la 10e planète, mais comme on a vu tout à l'heure, on était sûr qu'on allait en découvrir d'autres, donc bah voilà, on a tout de suite dit non les gars, on va arrêter. Et c'est un an plus tard, en 2006 du coup, qu'il y a eu ce vote pour la création de cette nouvelle catégorie. Elle est ultra loin, à 14 milliards de kilomètres, beaucoup plus loin que Pluton, et elle fait le tour du Soleil en 560 ans. J'aime autant vous dire que c'est pas demain la veille qu'on enverra des sondes pour aller la visiter, et de toute façon, comme les autres, il y a certainement rien à y foutre. Vous êtes d'un vulgaire. Oméa, découverte aussi en 2005, c'est une sorte d'œuf de 2000 km de diamètre, t'imagines la taille du poussin. Et Oméa a deux lunes, Ikea, enfin I-A-A-K, et Namaka. Namaka, Namakosha, Nikawara. Bon, c'est des noms qui viennent d'une déesse hawaïenne de la fertilité et puis de ses deux mioches. On connaît pas super bien leur taille parce qu'encore une fois on est très loin du soleil. Alors elle a obtenu le statut en 2008. Oméa c'est marrant parce que c'est une planète naine avec un anneau qu'on a découvert en utilisant 12 télescopes sur Terre partout dans l'Europe. A priori elle serait recouverte de glace d'eau aussi. Et si elle a cette forme très ovale, c'est à cause de sa vitesse de rotation. C'est la vitesse de rotation la plus rapide qu'on a jamais détectée dans le système solaire. On connaît déjà ce principe avec les planètes Jupiter ou Saturne qui vont tourner assez vite, donc ils sont un tout petit peu aplatis au pôle. Elles tournent sur elles-mêmes en 10 heures, mais là Oméa tourne sur lui-même en 4 heures. Et la petite dernière, Makemake, découverte aussi en 2005, encore très loin du soleil. Alors là on découvre tellement de trucs qu'on est obligé d'aller sortir des vieilles mythologies toutes pourries là, avec des noms de déesses, de dieux tout pétés. Pas grand chose à dire sur Makemake, on a quasiment pas d'image. On a bien une photo prise en 2015 par Hubble, mais c'est chiant parce qu'on n'a pas de détails. C'est énervant. On voit jamais rien. Ah mais elle est super loin aussi, t'es marrant toi. Et elle est encore plus petite que Pluton, seulement 1400 km de diamètre, voilà, ça fait les 2 tiers à peu près. Par contre elle est très ronde, voilà, on est content de le savoir. Et en 2016, on lui a trouvé un tout petit satellite, qu'on a appelé MK2, en référence au nom du très célèbre jeu vidéo Mortal Kombat 2. Ah j'étais super bon à Mortal Kombat 2 sur Super NES, je prenais Sub-Zero, je défonçais tout le monde. J'étais imbattable. En conclusion, on va dire que voilà, tout ça c'est très chouette, on a plein d'images, on a plein d'informations. Et c'est à peu près tout ce qu'on aura pendant encore pas mal d'années. Il n'y a pas d'autres missions de prévues pour aller les voir, soit parce que Cérès on le connaît très bien, on l'a bien cartographié à fond, donc ça sert à rien d'y retourner pour l'instant. Et puis les autres, bon bah voilà, ils sont beaucoup trop loin, ils sont à des milliards de kilomètres, et en plus pour avoir de très bonnes photos, il faudrait que la sonde se mette en orbite autour de la planète naine, et comme on l'a vu tout à l'heure, ça nécessiterait d'avoir du carburant à foison pour pouvoir freiner la sonde, donc voilà, ce sera trop compliqué, pour l'instant on s'en tient à ce qu'on a là, et c'est pas pire. Allez, c'est tout pour moi, on a dit à peu près tout ce qu'il fallait savoir sur Pluton et les planètes naines, j'espère que ça vous a plu, c'était pas mal long, hein, il y avait de l'info, mais voilà, c'est cool aussi d'avoir les épisodes un peu plus longs de temps en temps. Le like, le commentaire si ça vous a plu, la porte si ça vous a pas plu, le partage si vous pensez que ça peut plaire à d'autres, il y a le Facebook, le Twitter et le Tipeee quelque part dans la description. Merci énormément à tous les tipeurs, je vous le redis, j'ai pas encore le temps de répondre à tout le monde, mais je vais le faire. Un immense merci pour ce que vous faites, c'est mortel et ça va me permettre de pouvoir notamment acheter un nouveau micro. Je vous annonce que le prochain épisode sera soit sur les trous noirs, soit sur les galaxies, soit sur les télescopes, soit rien de tout ça. Voilà. Je remercie Lionel qui m'a envoyé un livre. T'as les mecs qui commencent à m'envoyer des trucs, quoi. Ça y est, c'est parti. Ça tombe très bien Lionel parce que j'avais plus de PQ, donc du coup ça va bien me servir. Merci beaucoup de me suivre, on est de plus en plus nombreux, c'est vraiment énorme, je suis en kiff total les gars et je prends mon pied à faire ces vidéos. J'espère que vous aussi. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, c'était Yann Solo sous 12 parsec. Ciao.